Le 20 juillet 2023, un vieux monsieur de 100 ans était reçu en grande pompe par les plus hautes autorités chinoises. J'imagine que beaucoup parmi vous ne le connaissent pas, notamment les plus jeunes. Il s'agit de Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain et l'un des hommes les plus nuisibles de la planète. J'évoquais son nom dans une de mes précédentes vidéos qui a été virale, je vous en remercie d'ailleurs, et vous avez été des milliers à me demander de vous parler plus en détail du document qu'il a produit, le NSSM 200. Alors dans cette chronique de Nathalie pour Afrique Résurrection, on va décrypter le rapport Kissinger et ses effets néfastes jusqu'à ce jour pour l'Afrique. Bonjour, c'est parti. En avril 1974, en sa qualité de conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, né Heinz Alfred Kissinger, un juif d'origine allemande qui a émigré aux États-Unis en 1938 et y a été naturalisé en 1943, présentait au président américain Richard Nixon le National Security Study Memorandum 200, intitulé « Implication de la croissance démographique mondiale sur la sécurité des États-Unis et ses intérêts à l'étranger ». Ce rapport confidentiel, qui sera officiellement remis aux autorités américaines le 10 décembre de la même année, puis déclassifié en 1996, est le document doctrinal fondateur de la politique étrangère des États-Unis depuis le 26 novembre 1975, date de sa mise en œuvre par le National Security Decision Memorandum 314 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'auteur même du rapport, Henry Kissinger, entre-temps devenu secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères américain, qui sera chargé de l'exécuter. Alors en quoi ce rapport nous concerne-t-il ? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que la politique étrangère d'un pays définit le cadre dans lequel ce pays veut interagir avec le reste du monde. C'est elle qui établit les principes, les objectifs, les paramètres, les critères de ces interactions avec l'extérieur. Les ambassadeurs, les diplomates, les organismes d'aide, d'investissement et de financement public et parapublic et parfois même des fondations privées et des ONG humanitaires sont les exécutants de cette politique étrangère. Alors s'il faut résumer en une phrase le contenu des 123 pages du rapport Kissinger, c'est simple. Pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Je répète, la doctrine de la politique étrangère des USA formulée par Henry Kissinger est mise en œuvre à partir de 1975 jusqu'au très sénile Joe Biden aujourd'hui, à travers son secrétaire d'État actuel Anthony Blinken et sa numéro 2 qui est en réalité la vraie numéro 1 Victoria Nuland, c'est que pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Dans son rapport, Kissinger identifie la croissance démographique des pays du tiers-monde comme l'un des plus grands dangers à l'implémentation de cette doctrine. À l'époque, il parlait des pays pauvres en général, sans faire à ce moment-là une fixette sur l'Afrique. Dans le document original, il y avait 13 pays qui étaient particulièrement nommés. L'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Nigeria, le Mexique, l'Indonésie, le Brésil, les Philippines, la Thaïlande, l'Égypte, la Turquie, l'Éthiopie et la Colombie. Ils vont s'afficher à l'écran. La cible s'est au fil des années resserrée sur notre continent jusqu'à en devenir une obsession, aussi parce que les autres sont devenus entre-temps trop puissants. Je vous mets quelques extraits traduits en français ici que vous pourrez lire tranquillement en appuyant sur pause. Je mettrai également, pour ceux que ça intéresse, le lien PDF de l'original du rapport Kissinger en anglais dans mon canal Telegram. La préoccupation du rapport Kissinger est donc de trouver comment influencer les politiques à tous les niveaux pour réussir à réduire la progression démographique des pays pauvres étrangers qui,
selon le Conseil de sécurité américain, va entraîner des compétitions malvenues sur l'eau, sur le pétrole, sur les matières premières, sur la nourriture, sur les terres arables, sur les ressources minières et naturelles. La réponse donne froid dans le dos. L'administration américaine propose d'abord l'usage de la technique persuasive des programmes de planification familiale que l'on fera idéalement introduire à travers les gouvernements locaux eux-mêmes ou des groupes religieux. Et c'est ainsi que des milliers de milliards de dollars ont été utilisés par les ambassades et les organismes américains pour financer les programmes de contraception, d'avortement et de stérilisation volontaire ou pas pour limiter les naissances dans le tiers-monde. Et c'est également dans cette optique que s'inscrit la promotion à outrance, quasi forcée, des pratiques LGBTQ-RSTU. Est-ce que quand deux hommes se mougouent, enfant peut sortir? Non. Est-ce que quand deux femmes se lapent, enfant peut sortir? Non. Et voyez ce qui se déroule sur le terrain. Comme préconisé par Kissinger, on passe par des acteurs locaux, les gouvernants de préférence. Écoutez comment Mohamed Bazoum, le chéri coco de Emmanuel Macron, fait la prodada du planning familial, qualifiant même les Nigériens qui n'adhèrent pas à sa politique de limitation des naissances de gens qui ont des comportements de broussard. Il y a un grand contraste entre les villes et la campagne, mais les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce qu'il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. Lors de la même conférence, il va jusqu'à dire que c'est la fécondité des femmes nigériennes qui est responsable de la pauvreté, mais pas l'incapacité de son gouvernement ou de celui de son prédécesseur, dont il était déjà un des piliers, à mettre en place des politiques et à négocier des accords favorables au progrès et à l'enrichissement de tous les Nigériens, et pas seulement de son clan ou de la classe politicienne. La population du Niger, c'est 27 millions de personnes sur 1 267 000 km², dans un pays qui a l'uranium, le pétrole, le soleil, l'or, le phosphate, le cuivre, les métaux rares. Mais tout un président de la République vient nous expliquer, moustache frémissante, que le coin est surpeuplé et c'est le ventre des femmes qui est responsable de la pauvreté. C'est non seulement excellent que cet individu ait été renversé, mais on devrait même lui administrer une bonne chicotte et le mettre en prison. Regardez le Bénin, où Patrice Talon, dans ses jolis costumes serrés, est en train d'exécuter un plan d'action national de planification familiale 2019-2023, conçu et financé majoritairement par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, le bras armé financier de la politique étrangère américaine, mentionné comme tel dans le rapport Kissinger. Bénin, 13 millions d'habitants sur 114 000 km², là où 17 millions de Hollandais vivent dans un territoire ayant le tiers de cette superficie. Oh, honte à Talon et à ses gros sabots malthusiens. Regardez Alassane Dramane Ouattara, qui avait mobilisé la soi-disant communauté internationale derrière lui en pleurant « Oh, on m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman » et qui, une fois devenu président, non seulement dépénalise l'homosexualité, mais transforme la Côte d'Ivoire en paradis pour les joyeux, les trans, les gens qui sont garçons le matin et femmes le soir, en lançant des magazines à leur attention, en organisant des festivals pour eux et en embauchant au sein du gouvernement ivoirien des experts spécialement chargés de développer des politiques à leur endroit. Astaghfirullah. Ils doivent être contents, les imams qui ont fait campagne pour lui, le meilleur agent de Washington pour l'implémentation de l'agenda gay en Afrique dite francophone. Au cas où la persuasion ne fonctionne pas comme voulu, le rapport Kissinger suggère l'usage de mesures coercitives.
En effet, les USA ont été choqués de constater que leur plan de réduction drastique de la population avait suscité une levée de boucliers lors de la conférence mondiale sur la population qui s'est tenue à Bucarest en 1974. Le rapport NSSM 200 identifie alors les têtus qui mènent la fronde. Il y avait l'Algérie, avec le soutien de plusieurs pays africains, l'Argentine, qui était soutenue par l'Uruguay, le Brésil, le Pérou et quelques autres pays d'Amérique latine. Il y avait un groupe d'Europe de l'Est, en moins la Roumanie. Il y avait la Chine et il y avait le Vatican. Et c'est ainsi que le recours à la nourriture comme arme, au chantage financier, à l'embargo onusien, à l'orchestration de coups d'État et de conflits devient le mode opératoire standard de la politique étrangère des États-Unis. Si certains rechignent à limiter les naissances chez eux, alors on augmentera leur taux de mortalité pour arriver à l'objectif central, la dépopulation du tiers-monde, car on se souvient que pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. La situation en RDC illustre parfaitement cela. Les Congolais sont déjà plus de 102 millions, alors il faut entretenir les conflits au Kivu, empêcher l'État de s'armer correctement pour en finir avec les milices, financer celles-ci directement ou à travers des déstabilisateurs intérieurs ou extérieurs comme Kagame, placer des marionnettes à la tête de l'État, figer le chaos à travers la MONUSCO pour piller les ressources et empêcher que le Congo ne devienne une puissance mondiale qui va gérer ses matières premières dans l'intérêt de ses populations au lieu de celui des États-Unis. Il ne faut surtout pas, aux yeux des Américains, que la RDC devienne aussi peuplée que le Nigeria. Quelle horreur! Et c'est ainsi que vous voyez que le viol, et avec mutilation des organes sexuels, devient une arme de guerre. Je vous mets quelque part à l'écran la liste des pays les plus peuplés de la planète en 2023. Les États-Unis eux-mêmes sont troisième, mais c'est eux qui ont pour politique étrangère d'aller dépeupler le reste du monde. L'audace de ça. Là, j'ai pris l'exemple de la RDC, mais quand vous regardez la politique étrangère des USA dans chacun de nos pays, vous verrez que c'est exactement cela. Dépopuler l'Afrique et maintenir ses habitants, ou plutôt les survivants, dans la pauvreté. Tout ce qui amène les USA vers nous lui sert à mettre en œuvre ses objectifs. Et quand je dis les USA, je ne parle pas seulement du gouvernement américain officiel à travers ses diplomates et l'USAID, mais également de ses autres agents privés tels que la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Elizabeth Glaser, la Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, le Sierra Club, le World Watch Institute, la Johns Hopkins University, etc., qui agissent derrière le faux nez d'organismes intermédiaires comme l'UNFPA, l'Agence des Nations Unies pour la Population, et le International Planned Parenthood Federation. Si jamais vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour vous illustrer à l'aide d'exemples bien spécifiques en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, comment ces agents de la mort ont procédé à la dépopulation du tiers-monde, dites-le moi en commentaire et s'il y a une grosse demande, je le ferai. Je ne peux pas terminer cette chronique sans mettre en contraste la politique du principal concurrent des États-Unis au plan mondial, la Chine. En effet, la politique étrangère chinoise est aux antipodes de celle des États-Unis. Leur doctrine, c'est que pour que la Chine soit riche, il faut que les autres se développent. Vous avez bien entendu. Pour que la Chine soit riche, il faut que les autres se développent. Leur théorie est simple. Si les pays autour de moi se développent, cela fait autant de marchés où je peux écouler mes produits. Quand vous entendez que la Chine est l'un des principaux détenteurs des bons de trésor américains, mais elle fait ça pour donner suffisamment d'argent aux Américains pour acheter des choses chez elle. Quand vous voyez l'initiative de la nouvelle route de la soie, c'est pour pouvoir trouver les chemins les plus courts et les moins chers pour acheminer ses produits vers ses clients partout dans le monde.
J'entends trop souvent des gens pas très intelligents bramer qu'on est en train de vouloir chasser la France et l'Occident pour les remplacer par les colons chinois ou russes. Cela dénote non seulement une méconnaissance totale de l'histoire, mais également l'ignorance géopolitique abyssale de ceux qui jacassent. Car non seulement ces États n'ont jamais, ne serait-ce colonisé qu'un seul pays en Afrique, mais le bon sens aujourd'hui nous recommande d'avoir des liens avec des pays dont la doctrine de politique étrangère ne consiste pas à nous écraser et à nous éradiquer, mais plutôt à nous faire grandir avec eux. Et c'est en cela que le combat pour la souveraineté que nous menons actuellement au péril de nos propres vies est essentiel pour notre survie, car c'est un préalable à toute évolution. Nous devons imposer notre souveraineté et développer nous-mêmes des doctrines qui affirment sans complexe et consolident cette souveraineté sur nos ressources, sur nos territoires, sur nos États et sur nos destinées. Voilà, avec cette vidéo que vous m'avez demandé sur le rapport Kissinger, je vous ai proposé des éléments supplémentaires qui vous permettent d'améliorer votre grille de lecture sur ce qui se passe actuellement au Sahel et ailleurs en Afrique. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre conférence qui étudiera les politiques étrangères de certains pays africains et leurs conséquences pour leur peuple et le continent. Amantla.